Donc, bienvenue à toutes pour ce live autour de la spiritualité ancrée. Euh, on est Claire Noël et Laura Cherfi, et donc pour celles qui ne nous connaissent pas ou peu, on est coach pour l'empowerment toutes les deux avec différents projets et un projet commun qui s'appelle Rising Queen. Et c'est dans le cadre de ces retraites d'empowerment pour femmes qu'on aborde différents sujets, et notamment ce soir, Claire qui va nous parler de son rapport à la spiritualité, qui est beaucoup plus experte que moi sur ce sujet, parce que moi là-dessus, je suis vraiment en apprentissage et en exploration. Donc, je suis super contente de pouvoir euh, aller t'interviewer et rentrer un peu dans ta tête et dans ta vision du monde, parce que je sais que tu as beaucoup exploré ces sujets-là, aussi bien au niveau perso que aussi au niveau pro. Euh, et du coup, j'ai plein de questions à te poser, en vrai. On est aussi donc là maintenant en live avec différentes personnes, donc n'hésitez pas les personnes présentes à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure si vous le souhaitez. Peut-être que ça viendra nourrir la conversation, peut-être qu'on gardera ça pour notre conversation privée après qu'on mettra pas dans le replay. En tout cas, voilà, bienvenue à toutes. Et est-ce que tu as envie de dire un truc, Claire, ou je rentre dans le sujet direct? Ok. Bon, déjà, c'est... pour moi, la spiritualité, c'est un mot qui a longtemps été associé avec la notion de religion. Toi, c'est quoi la spiritualité pour toi? Et est-ce que tu rapproches ça de la notion de religion ou pas? Alors, oui, peut-être pour commencer déjà, effectivement, cette question-là, elle est intéressante, puis parce qu'en plus, je pense qu'elle est constitutive de mon parcours avec la spiritualité. J'ai grandi à Versailles, dans un milieu extrêmement pratiquant, catholique, donc entouré de catholiques et de protestants très pratiquants. Là où moi j'étais issue d'une famille antithéiste, anticléricale, non baptisée depuis des générations. Et avec vraiment ce truc très ferme, mes grands-parents refusaient de rentrer dans un lieu de culte. Voilà, et j'avais vraiment cette question, et bien évidemment, vu que rien n'arrive par hasard, toutes mes meilleures amies étaient filles de profs de caté. Donc très jeune, j'ai développé cette curiosité pour ce truc de pourquoi est-ce que toutes mes copines croient en Dieu et pas moi. Et cette espèce de sensation que j'avais l'impression d'avoir la foi, mais d'avoir la foi en quelque chose que je ne savais pas nommer. Et en même temps, d'avoir des retours voilà, de prêtres ou de profs de caté avec qui j'échangeais. Parce que je suis allée jusqu'à suivre des cours de caté quand même, hein, tellement j'étais curieuse de ce truc-là. Et qui me disaient, non, non, mais si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Et progressivement, ça s'est décanté, notamment en discutant avec la sœur de ma cousine, enfin de ma cousine par alliance qui est engagée à l'Armée du Salut, enfin qui était engagée à l'Armée du Salut à l'époque, et qui me dit, mais non, mais justement, c'est ça qui fait le pont entre les pratiquants d'une religion du livre et les autres, c'est justement cette notion de foi, parce qu'on peut avoir la foi en plein de choses. On peut avoir la foi, notamment, ma mère me disait souvent, nous dans la famille, on ne croit pas en Dieu, on croit en l'homme et en sa capacité à se tenir debout tout seul. Donc voilà, ça c'est pour le petit point de contexte. Donc je pense que déjà mon attrait pour la spiritualité et ma curiosité, elle venait de là, de la sensation que presque d'un ressenti en fait, d'un lien avec quelque chose de plus grand, mais que je ne savais pas nommer, et que j'avais vraiment ce truc j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, qu'il y avait plein de choses qui étaient inexplicables, donc qu'il y avait quelque chose de plus que juste tu nais par erreur ou hasard biologique, puis tu meurs et tout ça n'a pas de sens. Tu vois. Je pense qu'il y avait aussi, c'était beaucoup déjà lié avec une quête de sens, je pense. Et là où la différence que je fais, et je le pose là, ce qui est bien évidemment pas une vérité absolue, mais en tout cas qui est ma définition pour poser un peu le contrat de lecture pour ce soir, pour moi, ce qui fait la différence entre une religion, notamment les religions du livre, et la spiritualité, c'est que la religion du livre sont des croyances appuyées sur des textes anciens d'une autre époque, dont la plupart ne sont pas lisibles dans leur version originale, donc sont
accessibles par le biais de traduction, enfin, ou de retranscription, et qui te demandent de croire des choses que tu n'as pas vues et que tu n'as pas expérimentées sur la base d'un livre qui est lui-même traduit. Là où... Oui, dis-moi. Ouais, parfois de croire et parfois même de pratiquer, en fait, des choses que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas, avec enfin, des humiliations, des critiques, des remises en question de ton intégrité, et cetera. Si tu, non seulement ne crois pas, mais ne pratiques pas, un truc, écrit dans un vieux bouquin par des personnes, si sages soient-elles, à leur époque, quoi. Et puis Mmh. surtout avec des réalités qui étaient les réalités d'une époque. Après, bon, je ne vais pas me lancer dans un débat sur la religion, mais en tout cas, c'est là où moi, je trouve qu'il y a un intérêt, et d'autant plus un intérêt dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, que la spiritualité, pour moi, te dit « ne crois pas ce que je te dis, fais-en l'expérience ». Mmh. Et ça, pour moi, c'est fondamentalement non dogmatique. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, il y a quelque chose qui est profondément, essentiellement non dogmatique. Donc, quelqu'un qui va me dire c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, déjà, pour moi, il y a un souci parce que je pense qu'on a tous et toutes nos sensibilités diverses et du coup, on va avoir des expériences diverses. Par exemple, quand j'ai des gens qui viennent me poser des questions sur le magnétisme, donc sur la capacité à ressentir les énergies avec les mains, je leur dis, mais j'ai pas. Enfin, qui me disent alors, comment on t'explique ça scientifiquement? Bon, il y a certainement des explications scientifiques, parce que c'est des choses qui commencent de plus en plus à être approchées par la science, telle qu'on la connaît. Mais c'est surtout de dire, en fait, moi, j'ai rien à défendre. Va faire l'expérience. Et peut-être que toi, le magnétisme, ça va pas marcher, mais que un jour, tu vas aller te faire tirer les cartes et ça va te faire halluciner. Ou peut-être qu'un jour, tu vas prendre une pierre dans ta main et tu vas avoir l'impression de te faire brûler au 3e degré et tu vas te dire qu'il se passe un truc. Je pense que voilà, pour moi, la spiritualité, c'est une invitation à s'ouvrir, à être curieuse et curieux, et à faire l'expérience de cette chose du champ invisible. Voilà, pour pas le nommer autrement, que certains vont appeler Dieu, la vie, l'univers. Voilà. Mmh. Ouais. Ouais, donc il y a quelque chose de très libertaire, en fait, dans la pratique spirituelle, et de très lié à, la construction personnelle et à comment est-ce que je perçois le monde, dans quoi est-ce que je crois, en fait, en quoi est-ce que j'ai la foi au fur et à mesure que j'avance et que j'expérimente le monde, quoi. J'entends, et puis du coup avec des expériences aussi, qui vont pouvoir être, ouais, toucher à des sensations, à des champs, invisibles, mais dans lesquels on ressent des choses, quoi. Alors Mm, après, chacun y met son interprétation, ses mots, mais ouais, j'entends chez toi la notion vraiment d'expérience spirituelle, en fait. mm. Puis il y a aussi cette idée que, et c'est là où pour moi ça rejoint mon travail en tant que coach, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement, c'est que vu qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que la question du sens de l'existence humaine sur Terre, c'est une question philosophique qui traverse l'humanité et à laquelle différentes civilisations, différentes cultures ont trouvé différents types de réponses. Mais c'est une question philosophique fondamentale, existentielle, qui traverse l'humanité. Et, et donc, du coup, face à cette interrogation, il y a qu'est-ce que je décide de me raconter? À quoi je décide de croire, qui pour moi revient à qu'est-ce que je décide de me raconter. Et c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement, que la base de l'existence et la base de ce qui peut faire le sens de nos vies et de nos quotidiens sur Terre, c'est quelle histoire je décide de me raconter, en règle générale. C'est, voilà, pour le dire plus simplement, c'est le verre à moitié vide ou à moitié à moitié plein, pardon. Ça va être, est-ce que je décide de regarder un échec comme une occasion de grandir, ou est-ce que je regarde un échec comme une fatalité qui me tombe dessus et qui m'écrase jusqu'à la fin de mes jours? Voilà, et effectivement, et c'est là peut-être pour moi où est la ligne délicate avec le champ plus social et politique, voilà, qu'on a en commun avec toi, Laura, c'est cette notion que pour moi, ça n'enlève pas la notion qu'on n'est pas tous égaux en termes de moyens,
en termes de contexte, en termes d'énergie, en termes d'élan de vie. Et c'est là où je trouve que la spiritualité est intéressante parce qu'elle vient répondre de manière individuelle et se construit dans un parcours individuel, en fait. Euh, et, et, et quelque part, ça se... Voilà, on en parlait un peu avant le début de la conférence, le côté sur les rituels, sur ce qu'on voit beaucoup en ce moment avec le New Age. Bon, j'avais pas prévu d'en parler, mais je vais en parler quand même parce que je pense que c'est important. J'ai beaucoup de gens qui me questionnent sur la notion d'appropriation culturelle et sur le sérieux ou non sérieux de ce mouvement New Age qui est assez intriqué avec l'engouement pour le développement personnel. Et on me dit, mais voilà, est-ce que c'est pas juste un effet de mode? Est-ce que c'est pas juste de l'appropriation culturelle? Et là, j'aimerais juste repréciser que, en tout cas, en ce qui concerne l'Europe, en tout cas une grande partie de l'Europe, et notamment la France, et je vais parler de ce que je connais, donc je me restreindrai à la France, on avance sur des lignes brisées. C'est-à-dire que là où les traditions chamaniques, ancestrales, natives en Amérique latine, en Amérique centrale, ont été associées à une lutte pour la préservation de l'identité des peuples natifs, et qui s'est fait donc, qui a permis à ces cultures-là et à ces traditions-là de survivre envers et contre tout à travers les âges, parce que c'était lié à l'identité aussi de ces peuples-là qui ont été envahis. Nous, ce qu'on a vécu en France, c'est une invasion religieuse. Donc, on n'avait pas vraiment un ennemi extérieur contre lequel voilà, il y aurait eu un grand élan national pour lutter pour notre liberté, notre culture. En fait, c'est juste les plus faibles et des cultures orales qui se sont fait exterminés, que ce soit les Romains qui ont exterminé de toute la tradition druidique qui était une tradition orale, ou bien évidemment l'Inquisition qui est venue éradiquer tout le savoir traditionnel des rebouteux, des sorcières, etc. Donc on n'a pas eu cet élément où on aurait pu lutter et se raccrocher à, parce que ça a été une guerre idéologique en fait, plus qu'une guerre territoriale. Donc, c'est là où nous, on a perdu beaucoup cet ancrage-là et où je trouve que le néo-chamanisme peut avoir sa place et le New Age aussi, parce qu'il est question de réinventer des pratiques ancrées sur le territoire et dans l'inconscient collectif européen. Ouais. Ouais, donc avec une forte... Enfin, en fait, il y a une forte histoire chamanique, spirituelle sur notre territoire. Et juste, d'ailleurs, je trouve ça passionnant, évidemment, que les guerres de pouvoir et de civilisation se fassent aussi par l'éradication de la spiritualité des personnes avant, quoi. C'est dire la puissance, en fait, que ça peut avoir en matière de, d'empouvoirment, ou de développement personnel ou de développement communautaire. Enfin, il y a une puissance derrière la spiritualité qui est juste immense, quoi. Mm. Et tu parlais de rituels. J'aimerais faire un pont avec ça, si ça te va, sauf si tu voulais partir ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Parce que dans ce que tu dis aussi, moi, là où ça résonne avec mon histoire, c'est que bon, moi, je suis fille d'une mère juive et d'un père musulman, donc les notions de religion, tout de suite, c'est un background différent. Donc, quand on a enfin, voilà, seulement un son de cloche dans la famille. Mais là où voilà, j'ai développé mes propres croyances vers le monde, etc., là où ça a commencé à devenir une pratique pour moi, c'est aussi dans le lien avec le développement personnel. J'ai beaucoup exploré le développement personnel et il y a un moment donné où il y a ces notions de rituels là qui reviennent, de quelles habitudes en fait tu vas pouvoir te créer, qui sont des habitudes qui te font du bien, qui te permettent de te ressourcer, de te recharger et finalement que quelque chose de connecté à une conscience à laquelle les autres auraient accès, etc. Enfin bref, à une spiritualité en fait extérieure et reliée au reste du monde, que ça en fait ça existe ou pas. Ce que je constate déjà, c'est qu'à l'échelle de l'individu, comme ce que tu disais sur les histoires qu'on se raconte, juste si on le prend à l'échelle de l'individu, le rituel, ça a une puissance en fait immense, quoi. Qui parfois peut être plus intéressant que plusieurs années de thérapie, en fait, dans certains cas. Et du coup, toi, c'est quoi la place des rituels pour toi dans le rapport à la spiritualité? Comment... Ouais, c'est quoi la place, en fait, de ça? Mm.
Je fais un petit rebond sur ce que tu disais tout à l'heure sur le lien entre la spiritualité et l'empowerment. Moi, je trouve que, et c'est pour ça que pour moi, dans ma pratique, ça s'entremêle. C'est que quoi de plus en puissant, empowering. Sans sang. Je garde le mot anglais parce que vraiment, en français, c'est très, très laid. Oui, je crois que de se dire, OK, je vais construire ma réalité avec les histoires que je me raconte. Donc, il y a vraiment cette notion de tu reprends le script de ta vie en décidant qu'est-ce que je vais me raconter. Et la question à ce moment-là, et c'est là où pour moi ça se mêle, et notamment au niveau des rituels, de façon très très forte avec le développement personnel, c'est dans quelle mesure les histoires que je me raconte sont aidantes. C'est-à-dire, je prends souvent cet exemple, des personnes qui vont venir me voir avec des problématiques du type, et là on passe dans des grilles de lecture autres, qu'il n'est pas question ici et maintenant de juger juste ou pas, bien ou mal avenu. Imaginons la théorie de, voilà, en fait, je suis une âme qui vient d'ailleurs, je viens d'une planète où tout n'est qu'amour et harmonie, et je viens m'incarner sur Terre, et je le vis hyper mal, parce que ce monde est absurde, et tellement violent, et tellement injuste, et en fait, c'est pour ça que je suis inadaptée. Qu'est-ce que je fais ? Et ça, c'est des discours qu'on entend de plus en plus souvent. Enfin, en tout cas, que moi, j'entends de plus en plus souvent dans mon entourage et dans les gens qui peuvent venir me consulter. Et là, moi, ma réponse, c'est dans quelle mesure le fait de te raconter que tu viens d'un âge d'or perdu et que c'est pour ça que tu es inadapté, dans quelle mesure ça t'aide ? À part dans la mesure où ça ancre une fatalité auquel tu ne peux rien parce que c'est les lois karmiques et cosmiques qui ont décidé que, ok, bon, et quand bien même tu serais une âme nostalgique, comment est-ce que... Ben, le truc, c'est que tu es là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est soit tu... Voilà, ça peut être un peu, même un peu abrupt, c'est dire, ben, si jamais voilà, il n'y a plus de raison, alors à quoi ça sert de vivre ? Enfin, je veux dire, on en est là, on est sur des questions vraiment fondamentalement existentielles. Donc là, mon idée, c'est vraiment de comment est-ce que la spiritualité vient se mettre au service d'une histoire aidante pour que le quotidien et que la vie incarnée humaine prennent du sens, deviennent agréables et épanouissantes. Et donc pour moi, les rituels, et c'est là aussi l'apport de la spiritualité, c'est qu'on vit dans une société où les êtres sont de plus en plus déracinés, nomades, internationalisés, où les cultures sont mondialisées, où les rituels sont dévalorisés, où alors à part pour les personnes qui vont avoir un ancrage traditionnel, familial ou de croyances dans des religions du livre, toutes les personnes qui ne sont pas en lien avec ça, et voire même certaines personnes qui vont se dire de confession juive ou musulmane ou chrétienne, ne vont pas forcément pratiquer à côté. Et on voit qu'il y a une perte de vitesse des rituels qui font normalement la structure de la société et qui permettaient originellement à l'humain de se rappeler qu'il fait partie d'un tout. Notamment, c'est le calendrier Wicca, donc, qui est une branche spirituelle / religieuse, bon, c'est un peu une espèce d'ersatz inspiré des traditions druidiques, qu'on retrouve aussi chez les Aztèques, qu'on retrouve dans plein d'autres traditions avec des calendriers légèrement différents, qui sont se rappeler qu'on fait partie de la nature, que nous sommes des êtres vivants, et donc nous sommes aussi en lien avec cette nature cyclique qui nous entoure. Donc le rituel, de manière très basique, c'est déjà réintégrer dans son quotidien des moments de célébration. Juste célébrer, je suis en vie. Déjà, très basique. Mais quand est-ce qu'on le fait ? En vrai, oui, on va fêter son anniversaire, c'est l'occasion de s'offrir des cadeaux et de picoler. On fête Noël, c'est l'occasion de s'offrir des cadeaux et de picoler. On fête la Saint-Valentin, c'est l'occasion d'offrir des cadeaux. Bon. Et l'idée, c'est de ramener avec la spiritualité des rituels où c'est vraiment, dans un premier temps, un retour à soi et de se dire, ok, je suis vivant et je fais partie d'un tout cyclique. Ok, et dans quelle mesure cette cyclicité, je peux la sentir en moi ? Et c'est d'autant plus pertinent de mon point de vue, notamment pour voilà, les personnes qui sont dotées de menstruation, n'est-ce pas ? De pouvoir justement explorer aussi ce côté cyclique et de se rendre compte que si une fois tous les mois tu as envie d'éclater la tête de ton partenaire, ce n'est pas que tu es folle, c'est juste que tu es cyclique et que ce sont les hormones en toi qui font que.
ou de se dire qu'il y a tel moment dans la semaine où tu as plus ou moins d'énergie. Et de se dire, bah oui, la déprime du mois de novembre, bah c'est cyclique. Et c'est pas forcément qu'on a des tendances dépressives et qu'on est bonne à rien. Sauf que ça commence tout juste à se remettre sur le devant de la scène. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et que c'est là où la spiritualité a un vrai apport concret dans la vie de tous les jours et que c'est une invitation à revenir à soi, à revenir à plus de conscience et juste à faire aussi le bilan avec soi-même, de se dire, OK, où j'en suis. Donc, c'est par exemple, effectivement, que ce soit en lien avec le cycle menstruel ou avec les cycles lunaires ou les cycles des saisons, c'est aussi juste se dire, OK, comment viennent de se passer mes 3 mois d'hiver et comment est-ce que j'ai envie de faire germer des choses. Ou à l'inverse, quand je sors de l'été et que j'arrive vers l'automne, qu'est-ce que j'ai cueilli, qu'est-ce que j'ai récolté et qu'est-ce que j'ai envie de garder et de préserver pour les mois plus froids. C'est vraiment une logique symbolique en fait, qui s'indexe sur la nature ou sur ce qu'on veut d'ailleurs et qu'on peut venir remettre au cœur de sa vie. Et une fois de plus, l'empowerment et la créativité est là parce que ça te dit mais oui, si tu veux, tu peux aller regarder des modes d'emploi de rituels et copier-coller le rituel de la copine que tu as vu sur Instagram, bien sûr. Mais tu peux aussi complètement te dire, je fais mon rituel avec ce que je veux. Donc, c'est-à-dire 3 bouts de bois, une clémentine et une pincée de riz. Ça marche. Parce que l'intérêt là-dedans, c'est aussi beaucoup la force de l'intention. Et c'est là où aux critiques ou aux détracteurs qui vont dire ah, ce truc New Age complètement fumeux, machin truc, c'est complètement barré, c'est complètement irrationnel, c'est des trucs de bonne femme. Enfin, ça, on l'entend encore, quoi. Et l'idée là-dedans, c'est vraiment de se dire, et c'est ce que je dis souvent, que ce soit à ma famille ou à des proches qui sont sceptiques, de dire, mais et au pire, si ça marche, si me dire que passer 10 minutes avec un caillou sur le 3e œil, ça va m'aider à passer ma migraine et qu'effectivement, ça la fait passer. Est-ce que c'est pas mieux que de m'enfiler un tube de Doliprane si ça marche? Et là, je vous renvoie aux travaux d'un docteur qui s'appelle Joe Dispenza, qui a travaillé pendant plusieurs dizaines d'années sur justement les guérisons miraculeuses. Donc, il a passé 15 ans à arpenter le monde entier pour aller rencontrer des gens à qui on avait fait un diagnostic de maladie mortelle et avec peu de temps devant eux à vivre, et qui, en l'espace de 3 semaines, 1 mois, 6 mois, n'avaient plus aucun symptôme. Et il dit que le seul point commun qu'ont ces gens, c'est ni l'âge, ni le genre, ni la culture, ni l'alimentation, ni rien du tout. C'est la conviction intime et profonde que quelque chose œuvre pour eux et va faire en sorte qu'ils s'en sortent. Ça, c'est la puissance de l'effet placebo et qui est attesté en médecine allopathique. C'est utilisé aussi en médecine allopathique, cet effet placebo. Donc, je dis, au pire, si c'est vraiment ancré, mis au service du quotidien, bon, quel est le risque sur le balance bénéfice-risque? Là, je pense qu'on est plutôt positif. Et comment tu fais pour que ça reste ancré, justement? Alors, la première chose, c'est déjà après, une fois de plus, c'est ma grille de lecture. Le cap principal, c'est l'instant présent. C'est-à-dire, s'il y a un cadeau dans la vie, c'est le présent, ça ne porte pas son nom pour rien. Ce qui est passé n'existe plus, ce qui est à venir n'existe pas encore. Le seul truc qui est réel et tangible, c'est ici et maintenant. Donc, une spiritualité ancrée, c'est une pratique et des histoires que je vais me raconter qui vont faire en sorte que mon ici et maintenant va être plus doux, plus joyeux, plus agréable, plus épanouissant. Mais c'est aussi une pratique et des histoires que je me raconte qui vont me permettre d'être mieux avec moi-même, donc d'être plus en conscience de moi, plus en conscience de ce qui m'entoure, plus en conscience de ce qui se joue dans mes relations, pour ensuite être mieux avec les autres et avec le monde. Et c'est là où, pour moi, une spiritualité ancrée
ne peut pas être accusé des accusations qu'on entend en ce moment qui concernent le développement personnel ou la spiritualité de qu'est-ce que c'est que cette pratique d'égocentré où voilà, on se branle la nouille et c'est moi, et que le développement personnel et le New Age serait la religion rêvée du capitalisme galopant. Ouais, et puis enfin, moi, ce que j'entends de là où je suis et ce que je vois, c'est aussi des gens perchés, en fait. Mais perchés au sens, tu vois, quelqu'un que je rencontre dans un cadre hyper neutre, en fait, et qui, au bout de 2 minutes, va se mettre à me parler d'ange gardien, etc. Tu vois, comme si c'était une évidence, en fait, que j'adhérais au même... Enfin, la personne est dans son monde, et en fait, enfin, je trouve ça très difficile en fait de connecter avec, et ça me donne une impression de cette personne est perchée, tu vois. J'avais un ami aussi qui m'avait demandé un jour qui avait un problème pour la garde de ses enfants parce que sa nana croyait aux anges, etc. Et était en mode à ne plus les attacher en voiture et à faire des prières et à parler aux anges pendant qu'elle conduisait avec ses enfants derrière, en disant que de toute façon, il ne pouvait pas y avoir d'accident parce que les anges la protégeaient, quoi, et les protégeaient. Et du coup, moi, c'est surtout ce type de cas que j'ai entendu être critiqué et qui, moi, personnellement, m'ont questionné, quoi, sur mais est-ce que c'est vraiment ça, la spiritualité? Est-ce que c'est aller aussi loin? Et c'est quoi les garde-fous? Et quand je t'entends dire, ben, ouais, il y a la question de la connexion avec les autres et de la connexion avec le monde, en fait, euh, et aussi au sens concret, je pense, dans la matière, quoi. Ça me parle aussi. Euh, mais du coup, ouais, toi, c'est le côté pratique fumeuse, égocentrée. Ok, ok. Disons que c'est Ouais. quelque chose que j'ai beaucoup entendu que sur cette idée que le développement personnel, et c'est une réalité, quand on travaille sur soi, notamment quand on débute un processus d'introspection, on est, voilà, on est en train de s'observer, de s'analyser en permanence et on est dans cette espèce d'observation méta sur soi qui fait qu'on n'est pas forcément disponible sur le monde extérieur. Et en tout cas, moi, ça a été mon cas et c'est quelque chose que j'observe aussi dans mon entourage. En général, ce sont des phases qui passent. C'est-à-dire que tu as une phase de travail sur un sujet. Voilà, pendant un moment, tu vas être peut-être un peu moins dispo pour les autres parce que tu es très en lien avec toi. Mais ce très en lien avec soi, pour moi, il est pour être mieux au service ensuite des autres et du monde qui nous entoure. Et c'est là où je trouve que c'est délicat, c'est qu'à partir du moment où ça devient une justification ou une excuse ou un alibi pour ne plus s'occuper du reste du monde et ne plus prendre en considération quoi que ce soit. Et en ce qui concerne la spiritualité, pour moi, ça se situe à peu près au même endroit. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais te parler d'ange gardien ou du fait que je viens d'une autre planète et que j'ai vécu une autre existence où j'étais, je ne sais pas quelle créature incroyable, et que je t'en parle comme si c'était une évidence, et si possible avec un peu de mépris, parce que bon, tu comprends, toi, tu n'es pas connecté avec tout ça, Ah, mais un jour, ah. tu verras peut-être que tu auras la chance d'ouvrir tes chakras. À quel moment je suis en lien si je suis dans cette posture? Euh, et à quel moment mon ego vient se mêler à tout ça. C'est-à-dire que les histoires que je me raconte, elles sont intimes. Ce sont les histoires que je me raconte. Et c'est peut-être là où il y a pour moi une similarité avec... ça, c'est mon chat qui est en train de faire ses... Voilà. C'est là où il y a peut-être une similarité avec la religion. C'est que pour moi, la religion, elle est, une fois de plus, selon mon système de croyance, complètement OK à partir du moment où tu ne vas pas attraper ton voisin pour lui imposer de faire comme toi. Parce que pour moi, la foi, c'est quelque chose qui réside au niveau intime. Après, rien n'empêche de se mettre à plusieurs lors d'un cercle de femmes ou lors d'une célébration d'équinoxe avec des gens que tu choisis plus ou moins, en tout cas où il y a un accord commun de on va mettre en commun ces choses-là. Mais même dans ces cadres-là, en fait, le vécu de la personne ne sera jamais mon vécu. C'est comme toutes les pratiques avec les plantes médecines. Imaginons quelqu'un qui travaille avec l'ayahuasca, donc qui est une plante psychotrope originaire d'Amazonie, pourra te raconter ce qu'il ou elle a vécu en travaillant avec cette plante. Quoi qu'il arrive, ça ne sera pas la même chose que ce que tu vivras. Parce que là, c'est vraiment la question de l'individualité de chacun
Et c'est là où, pour moi, le dogmatisme n'a pas lieu d'être, parce qu'on est chacun unique, avec nos histoires, avec nos résonances, et si on élargit le champ, avec nos histoires d'incarnation, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est cette notion de spiritualité, c'est vraiment plus de conscience. Et tous les hommes et les femmes médecines, et les chamans et les guérisseurs que j'ai pu rencontrer quand j'étais en voyage en Amérique latine et centrale là, pendant 1 an et demi, le message central, sans arrêt, qui revenait, quelles que soient les cosmogonies qu'ils pouvaient avoir, c'était l'éveil des consciences. Et après, chacun a sa méthodologie et va préconiser une chose ou une autre, notamment en ce qui concerne l'éveil des consciences des Occidentaux, mais c'est l'éveil des consciences. Et pour moi, ça, c'est un acte central dans mon travail, et c'est aussi du coup, ce qu'on a en commun et ce qu'on a voulu mettre au centre de notre retraite, c'est l'idée que si je suis davantage consciente de moi et de ce qui se joue en moi, ça me permet de me donner du choix et de la liberté pour aligner ma vie, les histoires que je me raconte, ce que je fais, comment je relationne avec justement cette conscience de qui je suis. Et cet alignement permet de déployer une puissance et une souveraineté. Et je crois sincèrement que si chaque être humain sur cette planète faisait ce chemin, on vivrait dans un monde plus sympa. Voilà. Ouais. Ouais, donc développer de la conscience, conscience de soi, de qui on est, de sa puissance, et aussi du coup conscience des autres, conscience du monde, parce que dans cette histoire d'éveil des consciences, il y a aussi un angle écologique hyper fort, quoi. Et c'est Donc, vraiment cette idée d'interconnexion, quoi, que ce soit avec l'environnement, avec le prochain. Et c'est là où je pense que... Et je l'observe, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans le développement personnel ou dans la spiritualité, qui se servent de ça comme d'un médium pour nourrir leur ego, pour nourrir un rapport de force et de supériorité vis-à-vis d'autrui, et surtout pour s'occuper que d'eux-mêmes. Et chaque fois que je parle de ça, j'ai la phrase d'André Gide qui est écrit en 4e de couverture et en introduction de son livre Les nourritures terrestres, 1917 quand même, comme quoi on n'a rien inventé, qui dit « Je t'invite à t'intéresser à toi-même plus qu'à ce livre pour enfin t'intéresser au monde plus qu'à toi-même ». Et pour moi, le développement personnel et la spiritualité, c'est ça. C'est intéresse-toi à toi pour qu'ensuite tu puisses t'oublier pour être complètement dans la relation et dans la présence juste. Voilà. Un endroit où il n'y a plus besoin de mots et plus besoin de faire et tu as juste à être. Voilà. C'est une belle perspective. trop beau. Ok. Et du coup, quelle place est-ce que tu as envie de donner, toi, à cette notion de spiritualité dans notre prochaine retraite Rising Queen, qui va être la première? Donc, j'en profite pour te poser la question, parce on a posé des axes, mais je suis sûre que je vais apprendre quelque chose en t'entendant en parler maintenant. Pour moi, c'est compliqué de parler d'empowerment, de souveraineté en se limitant à la sphère humaine. Si ce n'est que parce que déjà, rien qu'avec ce qu'on pratique en coaching génératif, on travaille déjà avec le haut des niveaux logiques, on travaille avec le champ du coaching, c'est HAMP ou T. Donc, il y a vraiment cette idée on est déjà en train de travailler avec de l'indicible, avec du non-verbal, avec ce qui passe, avec ce qui vibre, avec ce qu'on sent. Avec le champ des possibles, en fait. Ouais. Le champ des possibles, mais aussi qu'est-ce qui fait que quand la personne te verbalise une phrase, tu vas savoir pourquoi là tu vas reformuler ou pourquoi tu vas dire ah oui, ok, wow, ok, là c'est ça. Et puis tu le sens, ça fait une espèce de déflagration, même à distance, c'est ça qui est génial. Donc pour moi, c'était assez indispensable. Enfin, c'est pas que c'était indispensable, je n'envisageais pas les choses autrement que d'avoir non pas quelque chose d'imposé où fondamentalement on va faire des rituels, on va parler d'incarnation, de vie antérieure, quoi que ce soit, mais plus de dire ce champ-là est ouvert et les portes de l'espace de travail sont aussi ouvertes sur ces champs-là et on les prend en considération et que chacune puisse le prendre en considération, quel que soit
son niveau de familiarité ou sa grille de lecture et sa grille de croyance. Mais l'idée, c'est de pouvoir prendre ce champ-là en considération, si ce n'est que parce qu'au niveau symbolique, il peut se passer des choses. La sensation, tu es en cercle de femmes, tu as la sensation que tu as ta grand-mère assise à côté de toi. Peut-être que tu ne crois pas à la réincarnation, peut-être que tu ne crois pas aux esprits, mais il y a un truc qui fait qu'à ce moment-là, c'est comme ça que ta psyché l'a traduit. Et en fait, que ça soit vrai ou pas, si c'est ce que ta psyché capte, c'est que c'est OK. Et c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et quel sens ça prend pour toi. Et une fois de plus, quelle histoire tu décides de te raconter à partir de ça. Ok, donc toi aussi, tu as ta grand-mère qui est venue squatter une fois ou deux Oui, bah voilà. Hein. des cercles de femmes et autres endroits symboliquement chargés. Ouais, ouais, ok. Yes, super. Et bah, du coup, je vais en profiter pour partager une minute autour de la retraite, du coup, qui aura lieu fin mars. Et donc, en gros, voilà, je voulais vous montrer cette photo-là du Zoom parce que c'est un Zoom construit selon les géométries sacrées qui est donc voilà, donc le plan de la retraite c'est ça, hein, on est ouvert à la spiritualité, les ateliers c'est du coaching pur, voilà, simple, accessible pour n'importe quelle personne dont c'est le niveau, enfin voilà, qui est juste intéressée par ce niveau-là de conscience. Et s'il y a des personnes qui sont à d'autres niveaux de conscience qui veulent venir participer, tout est fait pour que voilà, il puisse se passer des choses au niveau qui sont intéressants pour vous en fait et dans votre cheminement perso. Et tout en gardant un cadre, et c'est aussi là où pour nous c'était important de poser ce live aujourd'hui, pour aussi dire que c'est posé dans le champ de conscience et que l'idée c'est que moi je pose aussi un cadre là-dessus, dans le sens où il n'est pas non plus question, aussi parce que justement on a envie d'être sur un travail inclusif où chacune trouve dans cet espace un espace et des outils pour travailler sur ce dont elle a besoin en fonction de sa grille de lecture et de sa sensibilité. Donc, il n'est pas question qu'il y ait des départs de transe ou des trucs bizarres qui se passent. C'est-à-dire que moi, je serais aussi là pour ouvrir ce champ parce que je trouve qu'il est intéressant et qu'il est riche et qu'il est précieux, mais aussi pour faire en sorte que les portes soient... Voilà, qu'il y ait des jolis petits voiles pour eux, mais que ça ne soit pas non plus l'ouverture des barrages à tout va et qu'il se passe n'importe quoi. Voilà. Que ça reste ancré en fait. C'est ça, que ça reste ancré et que ça reste au service du travail et de l'intention qui aura été posée par chacune des participantes pendant la retraite. Super. Et ben du coup, je te remercie pour tous ces partages. Nous, on va continuer la conversation en off et couper l'enregistrement. Je dis juste pour les personnes qui nous regarderont en replay et que la retraite intéresserait, allez voir le site Rising Queen, www.risingqueen.fr. C'est une page toute simple, il y a toutes les infos. Pour info, il nous reste 4 places, donc ça va partir vite. Donc si ça vous intéresse, manifestez-vous bientôt parce qu'il est possible que d'ici quelques jours ou quelques petites semaines, on refuse du monde. Et puis, voilà, en vous souhaitant de belles explorations libres, ancrées au service de ce qui est vivant chez vous, autour de vous, dans le monde. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Ouais. Et puis surtout, faites-vous confiance, parce qu'il y a une part de vous qui sait déjà. Ouais, c'est celle-là qui nous intéresse, hein. Le divin qui est en soi. Super. Allez, ciao les gens du replay. Salut le replay.